les Comoriens qui viennent à Mayotte précisément parce que c'est la France. Donc, à un moment, il faut être cohérent avec ses propres déclarations. Et on voit bien que cette revendication, c'est pour obtenir quelque chose, qu'ils le disent très clairement et qu'on en finisse. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à venir participer à cette émission qui s'appelle Politics, dans laquelle nous recevons des hommes politiques pour nous parler de l'actualité de Mayotte. L'actualité de ces derniers temps, comme vous l'avez vu, est assez compliquée. Allons-y directement. Que pensez-vous de l'opération Wabunchu? L'opération Wambushu, c'est une réponse du gouvernement à une situation qui est devenue intolérable, inacceptable. C'est une situation où de la violence, de l'ultra-violence est commise au préjudice des Mahorais depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même. Et cette violence fait que beaucoup de nos concitoyens sont mutilés, sont tués, sont agressés. Elle est aussi rattachée à une forte immigration clandestine. Et donc l'opération Bouchou est une réponse à tout cela. Elle consiste d'une part à accélérer la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et elle consiste également à lutter contre cette violence et les nids de violence qui sont principalement les bidonvilles. Est-ce que vous arrivez à comprendre que une certaine frange de la population se demande, s'interroge sur les effets de cette opération à long terme et notamment au départ des militaires au mois de juillet? Et est-ce que ça a été pensé, ça a été prévu? Est-ce que vous pouvez comprendre les inquiétudes des Mahorais? Il est certain que nous n'avons pas droit à l'erreur. Il ne faudrait pas que cette opération vire au fiasco et que, effectivement, au départ de ces forces de l'ordre, un nombre exceptionnel, nous nous retrouvons du jour au lendemain avec une impression de non-protection. Je comprends les gens qui ont cette préoccupation. Moi aussi, je la partage. Et c'est pour ça que cette réponse du gouvernement doit tout faire pour que l'on ne tombe pas dans cet excès après le départ des forces de l'ordre. Est-ce que vous savez si quelque chose est prévu justement pour veiller à la sécurité des Mahorais à partir du mois de juillet? Je ne vois pas le gouvernement prendre la responsabilité d'engager une opération d'une telle envergure sans avoir pensé aux conséquences. Est-ce que les élus locaux ont été associés en amont à la préparation de cette opération, dont le nom en lui-même laisse supposer que quelques-uns d'entre vous y ont été associés? Je dirais même que nous, élus mahorais, avons été à l'initiative, puisque vous vous souvenez de cette journée île morte qui a été organisée ici à Mayotte à la suite d'événements inacceptables, d'attentats à l'intégrité de la population de Mahorais. Toute Mayotte s'est émue de ce qui s'était passé, de cette violence inouïe. Et en réaction, les élus, nous nous sommes réunis et nous avons convenu d'aller tous ensemble, les parlementaires, les conseillers départementaux, les maires, d'aller à Paris pour rencontrer les autorités nationales. C'est ainsi que nous avons rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, le président de l'Association des maires, le président du Sénat, le ministre des Outre-mer, réunion à l'occasion de laquelle se sont agrégés des membres du cabinet de l'Élysée, des membres du cabinet de la Première ministre. Quelques semaines plus tard, nous avons rencontré à nouveau le cabinet de la Première ministre pour dire haut et fort et à l'unanimité le ras-le-bol des Mahorais et des Mahorais et par voie conséquence de nous, les représentants de la population de Mayotte. Et c'est en réponse à ces doléances, à ces revendications que le gouvernement nous a dit, nous a promis
une réponse adaptée, une réponse à la hauteur des enjeux. Donc, par voie de conséquence, nous avons été consultés. Ensuite, dans la déclinaison de cette opération sur le terrain, l'association a été moindre, puisque pour que cette opération puisse être menée à bon terme, il fallait qu'un certain nombre d'éléments, de détails soient gardés dans le secret. Nous sommes dans un petit microcosme et il fallait absolument éviter que des informations essentielles à la bonne conduite de cette opération puissent fuir. Et c'est pour ça que l'association en aval de cette opération, avant cette opération et pendant cette opération, a été moindre. Alors, permettez-moi de douter du secret de l'opération, puisqu'on a tous été informés 2 mois avant, à partir de Paris Match, le Canard enchaîné, je crois, qui avait fait un article qui annonçait cette opération. Disons qu'on joue plus ou moins au chat et à la souris en prévenant ceux qui sont concernés de cette opération qu'une opération va avoir lieu. De fait, est-ce que vous avez l'impression qu'elle apporte les résultats escomptés quand par ailleurs, on a eu l'information qu'il y a eu une suspension de l'opération de décasage qui était prévue il y a quelques jours? Cette fuite a été malheureuse, mais quand on voit aujourd'hui la réaction d'un certain nombre de personnes et d'un certain nombre d'organisations, le syndicat de la magistrature, pour ne pas le citer, des ONG de défense des droits de l'homme, moi, je pense que la fuite vient de là et que ces personnes qui ont pris position contre cette opération avant même de savoir ce qu'elle était, la Ligue des droits de l'homme de Poitiers est quand même allée jusqu'à comparer une opération qui était envisagée, dont on ne connaissait ni les tenants et les aboutissants officiellement, à comparer cette opération à la Shoah. Et je pense que cette fuite provient probablement de ces personnes. Du coup, cette situation a mis énormément de tension et c'est vraiment dommage parce que il ne s'agit ni plus ni moins que de ramener l'ordre dans ce territoire où depuis trop longtemps des bandes armées sèment la terreur, sèment le chaos et agressent chaque jour la population. Est-ce que cette suspension ne montre-t-elle pas plutôt un manque de préparation, en fait, ou de précipitation, en tout cas dans son exécution, puisque à peine entamée, elle est déjà suspendue? On s'interroge tous pour savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer, puisqu'on suppose que quand une opération d'une telle envergure est lancée, on s'arrange pour que en face, tout coule. Et en réalité, une suspension judiciaire était tout à fait prévisible dans ce cas précis. Une telle opération d'une telle envergure qui concerne autant de monde et fait l'objet d'une suspension de la justice, mais j'ai envie de dire, heureusement que nous sommes dans un pays de droit, parce que dois-je rappeler qu'il me semble que c'était en 2019, chez nos voisins, juste avant son coup d'État, le président Azali avait procédé à une destruction de cases sans, à ma connaissance, le respect du moindre droit, de la moindre procédure. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. On peut le déplorer, on peut le regretter, mais c'est ce qui caractérise un État de droit par rapport à un État qui n'est pas de droit. Azali a récemment refusé que les bateaux en provenance de Mayotte accostent en juin. Il a annoncé qu'il y avait des travaux qui étaient en cours. Croyez-vous en ces propos ou est-ce une énième manigance et un pied de nez qui serait fait à Mayotte et à la France? Ce n'est pas la première fois que le pouvoir comorien suspend les acceptations des reconduits à la frontière de ses concitoyens. C'est quelque chose qui a toujours été fait de mauvaise foi. Il faut le dire et le marteler. Et c'est dommage parce que en 2019, un accord bilatéral entre la France et les Comores
dans lequel précisément le président Azali s'engageait à aider Mayotte à lutter contre le trafic d'êtres humains en contrepartie d'une aide conséquente de la France. Aujourd'hui, force est de constater que cet accord n'est pas toujours respecté, pour ne pas dire, et rarement respecté par les Comoriens. Moi, j'en appelle à la raison du pouvoir comorien. Aujourd'hui, M. Azali est devenu le président de l'Union africaine. Ce n'est pas rien. Et lorsque on représente une organisation aussi prestigieuse, on se doit de montrer de l'exemplarité. Et l'exemplarité commence par respecter les engagements qu'on a pris de pays à pays. Et au demeurant, lorsqu'on revient à cette question de revendication, c'est quand même paradoxal de dire que Mayotte appartient aux Comores, alors que l'on sait que les Comoriens qui viennent à Mayotte précisément parce que c'est la France. Donc, à un moment, il faut être cohérent avec ses propres déclarations. Et on voit bien que cette revendication, c'est pour obtenir quelque chose, qu'ils le disent très clairement et qu'on en finisse. Monsieur le sénateur, vous êtes sénateur depuis maintenant presque 12 ans, il me semble. Qu'est-ce qu'un sénateur? Que fait un sénateur le matin au petit déjeuner? Eh bien, on commence une journée de travail comme n'importe quelle fonction, avec la précision que quand on est sénateur, on ne connaît pas de week-end, on ne connaît pas de vacances souvent, puisque, notamment pour les ultramarins, il faut être présent en circonscription. Et moi, je me fais un point d'honneur tous les mois d'être en circonscription. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je suis un homme engagé qui aime aller jusqu'au bout de mes actes. Mais le matin est chargé comme le midi, comme l'après-midi, comme jusqu'à tard le soir. Vous mangez du pangou ou vous mangez des céréales au petit déjeuner, monsieur le sénateur? Plutôt du pangou. J'en étais sûr. Que dirait votre père s'il vous voyait aujourd'hui? Mon père, vous savez, est décédé, j'avais 12 ans. C'est un manque terrible. Et si je me suis battu dans ma vie pour m'en sortir et faire en sorte que ma famille s'en sorte, c'était justement un souvenir de ce moment terrible où j'ai cru que c'était la fin du monde et que je me suis dit inconsciemment dans ma vie, je ferai tout pour que ça n'arrive pas à mes enfants. Et c'est un hommage à mon père. Monsieur le sénateur, récemment, vous avez participé au débat sur la réforme des retraites. Quelle a été votre contribution à ce projet de loi, s'agissant de Mayotte spécifiquement? Cette loi, au départ, ne concernait pas Mayotte, mais nous en avons profité pour faire passer des choses qui avantagent les Mahorais. À l'Assemblée nationale, vous savez qu'on s'est arrêté à l'article 2, et au Sénat, j'ai tout repris, notamment l'amendement qui augmente la retraite des Mahorais. Elle n'est que de 280 € en moyenne, qui augmente l'allocation pour les personnes âgées. Et puis, j'ai fait passer également un amendement qui permet aux professions libérales, comme les médecins libéraux, de cotiser à le régime complémentaire vieillesse. Et cette mesure est importante parce que elle va accroître de 30% la retraite des personnels libéraux et va être attractive pour Mayotte, où on manque de médecins, on manque de pharmacie, on manque de plein de choses. Et chose très importante, à Mayotte, la retraite, le départ à la retraite reste à 62 ans, alors que l'âge de la retraite est passé à 64 ans dans le reste de la France. Vous devez prochainement faire un rapport dans le cadre de vos missions sur le foncier agricole dans les Outre-mer, et donc aussi à Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce rapport de la délégation sénatoriale aux Outre-mer va consister à faire l'état des lieux
du foncier agricole en Outre-mer. Et l'on sait d'avance que dans tous les territoires, le foncier agricole se fait rare, puisque nos territoires sont contraints, à l'heure où la production agricole locale se fait vraiment d'acuité, puisque la crise sanitaire, la guerre en Ukraine ont fait augmenter les importations, et nous vivons à 80% d'importation. Donc, il est impératif d'aller vers l'autosuffisance alimentaire et de produire plus. Et notre rapport va tendre à analyser le pourquoi de la raréfaction des terres agricoles et donc du peu de production agricole, suggérer des solutions pour produire plus, produire mieux. Monsieur le sénateur, vous avez également participé à l'adoption d'un décret sur le rattrapage foncier des actes non enregistrés. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pour bien comprendre, je vais prendre un exemple. Un vendeur vend un terrain à un acheteur. Il fallait absolument, avant 2008, enregistrer cet acte sous seing privé d'individu à individu pour qu'il soit valable. De la même façon pour les actes CADIO. À partir de 2008, ce sont les notaires qui font ces actes. Eh bien, plein de personnes n'ont pas su qu'elles avaient jusqu'en 2008 pour enregistrer leur acte, pour qu'il soit valable. Avec ce décret, l'acheteur peut convoquer le vendeur devant le juge dans une procédure rapide, et si le juge constate qu'effectivement il y a eu un accord, par exemple en 2007, en 2005, sur ce terrain, eh bien le juge prend une décision qui vaut titre de propriété. Comme vous le savez, monsieur le sénateur, Mayotte traverse une grave crise de l'eau qui va a priori aller en s'intensifiant. Pourtant, mis à part couper l'eau pour l'économiser, il n'y a pas vraiment de solution apportée. Et cet été risque d'être difficile. On a l'impression que l'État ne semble pas prendre la mesure de la gravité de la situation. Est-ce que l'État va de nouveau nous promettre des tankers qui n'arriveront jamais? Vous savez, la compétence eau est de la responsabilité du syndicat des eaux, le SIAM, qui est composé de l'ensemble des communes de Mayotte. Ça fait longtemps qu'une troisième retenue collinaire est programmée. Ça fait longtemps que des usines de dessalement d'eau sont programmées. Il faudra absolument que ces projets voient le jour, parce que nous ne savons déjà pas comment nous allons traverser cette saison sèche, à plus forte raison s'il devait y en avoir une autre. L'État a son rôle à jouer. L'État s'est déclaré être prêt à aider, mais encore faudrait-il que le syndicat des eaux délibère, par exemple, sur la retenue collinaire. Est-ce qu'on a le temps de monter des parpaings pour monter une retenue collinaire? Le temps manque, mais il n'y a pas d'autre solution à part importer encore de l'eau. Et moi, je n'ai plus envie qu'on me surnomme le sénateur Tanker pour avoir relayé une promesse d'une ancienne ministre des Outre-mer. J'espère qu'on n'en arrivera pas là et que les solutions soient en dessalement, même si ça coûte cher, soit en retenue collinaire supplémentaire, soit rapidement mise en œuvre. Êtes-vous candidat à votre réélection? Je suis candidat à ma réélection pour un troisième mandat, pour continuer le travail. Le travail sur le foncier est loin d'être terminé. Les textes qui étaient applicables sur le foncier jusque-là, c'était des textes qui avaient presque 100 ans d'existence. Et donc ce travail sur le foncier, sur lequel je me suis énormément impliqué, j'aimerais le continuer. J'aimerais qu'on avance également sur la question institutionnelle. Mayotte est un département-région et pour l'instant, nous sommes accentués quasi exclusivement que sur le département, dont le régime est incomplet parce que le Code de la sécurité sociale, par exemple, ne s'applique pas pleinement et tout le volet régional n'est pas traité. Or, nous le voyons avec la Réunion, les plus grands projets de la Réunion, la route du littoral, la route des Tamarins, ce sont des projets menés par la région et l'État, le département, les collectivités viennent en appui. Donc si nous voulons des projets d'envergure et si nous voulons un projet partagé
par toute la population avant d'aller voter les représentants du département région. Il faut absolument que nous changions notre mode de scrutin pour passer à un mode de scrutin régional. Et il faut absolument augmenter le nombre d'élus à la collectivité département-région, parce que 26, c'est insuffisant pour s'occuper à la fois des compétences du département et des compétences de la région. Monsieur le sénateur, quelle est votre chanson préférée? Ma chanson préférée, je ne me souviens plus du titre, mais c'est une chanson chantée en duo par Mtoro Chamou et Miki Dash, qui dit en substance, il faut qu'on arrête avec l'histoire de serrer la main de soldats et que nous nous occupions du développement de notre île. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci à vous.